Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le mercredi 11 juin 2025, nouvelle vidéo sur les cryptos. Il s'est passé énormément de choses là, les gars, sur les derniers jours. Il y a pas mal de mouvements en ce moment et ça fait plaisir parce qu'on est en juin et en général, quand on arrive vers mai-juin, ça commence à pas mal se calmer, on va corriger. Et là, c'est tout l'inverse. On fait de jolis pumps, on fait de jolies structures, on a de très bonnes news qui arrivent. Vous allez voir que là, j'ai retardé la vidéo, je devais la faire il y a 2-3 heures, mais finalement, il y a du nouveau qui est arrivé là pile sur les dernières heures, donc je vais vous expliquer tout ça. Que ce soit au niveau des chiffres de la macro là, au niveau de Trump, au niveau de la Chine, au niveau de Musk, au niveau des altcoins aussi, vous allez voir que les altcoins, la BTC dominance et surtout Ethereum sont super intéressants. Je vais vous montrer sur quoi je suis rentré. Alors rappelez-vous, la dernière fois, j'étais plutôt en mode short et du coup, je me suis fait short squeeze durant les derniers jours. On était un peu sur les deux choix possibles, comme d'hab, de toute façon, soit ça monte, soit ça descend, mais dans la dernière vidéo, j'avais pas mal expliqué que on avait donc le scénario du short squeeze qui pouvait arriver, mais que je privilégiais moins, et l'autre scénario que je privilégiais plus, qui était l'épaule tête-épaule. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde est rentré sur l'épaule tête-épaule, un peu comme j'ai fait, donc il y avait plus de short que de longues présents sur le marché, ce qui a fait que bam, on a cherché le short squeeze. Bon, ça m'apprendra à short en bull run. Je vous ai toujours dit, moi je veux pas short en bull run parce que c'est pas à notre avantage, c'est pas le mieux à faire, et je l'ai quand même fait, et du coup je me suis pris une petite punition. Bon, ça c'était pas un gros trade, j'ai pas trop perdu dessus, mais au moins ça m'a refait une petite piqûre de rappel de pas short en bull run. Mais bon, du coup on a fait notre short squeeze. Là sur BTC, on commence à rattraper vers la TH. Ouais, on est vers les 112 000, on a des murs d'achat, murs de vente plutôt, qui se positionnaient, qui sont quand même assez importants, vous allez voir. Mais c'est surtout Ethereum là, les gars, il est en train de break les 2800 $, son énorme point pivot, et là on peut péter très fort sur Ether. Donc je vais vous montrer voilà comment je me suis positionné et qu'est-ce qu'on peut aller chercher là à court terme. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo là lundi, mais j'ai pas pu les gars parce que j'étais en montagne. Regardez ça, je suis monté les gars, 1000 mètres de dénivelé, j'avais 20 kilos sur le dos, bon c'était un peu galère. Du coup j'ai pas pu vous faire une vidéo sur le coup. En gros c'était super beau, beau paysage et ça fait plaisir en montagne, toujours kiffant avec la nature et l'air, la bonne air qui change de Malte. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, je reviens sur ce que je voulais dire. Avant de commencer avec tout ce qui s'est passé là sur les derniers jours, je voulais juste vous montrer cette map là qui je trouve trop intéressante pour se rendre compte de du marché sur lequel on peut arriver au niveau de Bitcoin. Bitcoin, oui, il est en tout petit ici, il est à 2 trillions. Donc je sais pas si c'est dit comme ça, c'est pas 2 trillions, mais c'est 2000 milliards de dollars de capitalisation. Et à côté, oui, on voit juste l'or qui a 16 000 milliards de dollars de capitalisation. Donc juste si Bitcoin arrive à capitalisation de l'or, je crois qu'on aura un BTC vers les 500-600 000 $. Ouais, l'art c'est 18. On a tout ce qui est voiture et collectif, je sais pas ce que c'est, mais c'est 6. Ensuite, equity 115, 330, 300, 120 la monnaie. Alors là, on est très loin parce que vous voyez, tout ce qui est real estate, donc immobilier, on est très loin d'arriver à ce niveau-là, niveau BTC, et c'est pas forcément comparable, mais c'est juste pour donner un ordre de comparaison de où on est BTC par rapport à la capitalisation mondiale un peu des actifs qu'il y a dans le monde. Et en fait, ce graphique, je trouve important parce que à chaque fois que je croise quelqu'un qui a pas encore investi en Bitcoin, le premier truc qu'il me dit, c'est « Ah, c'est déjà trop monté, c'est déjà trop ». Sauf que c'est vrai que 100 000 $ pour un BTC, quand on l'a connu à 3000 comme en 2018, etc., ça paraît énorme, mais toujours garder en tête les capitalisations, et on voit que les capitalisations, on est encore loin d'arriver jusqu'où on peut aller au niveau de BTC. Donc on a encore la marge, et c'est pour ça que moi, personnellement, je pense que ma future stratégie sur les cryptos, ça va plus être comme en 2021 ou comme je fais actuellement, de me mettre plutôt positionné sur les altcoins, voire plus sur les private sales pour ce bull run-là, mais pour le prochain bull run, à mon avis, ce sera beaucoup plus de focus sur BTC, et je vais beaucoup plus essayer d'acquérir de BTC et juste d'accumuler un maximum de BTC, et de mettre un peu plus de côté les altcoins et de favoriser voilà une plus grosse partie de mon capital, donc bien 80-90% de mon capital sur BTC et pas sur le reste des cryptos, parce que je trouve que c'est vraiment lui qui va au final à long terme faire le plus sa place dans toutes ces capitalisations là qui sont assez énormes. Bon allez, on rentre dans le dur là, on commence avec ce qui du coup s'est passé les derniers jours. Donc oui, on a eu vraiment un short squeeze par excellence. Ça c'était vraiment le short squeeze parfait. Oui, c'est jamais facile en fait de savoir exactement dans quel sens on va partir, parce qu'il y a toujours des contre-indications, et du coup c'est à nous de mélanger tout ça et voir de quel côté penche plus sa balance, si c'est plutôt en faveur des bulls ou plutôt en faveur des bears. Mais il y a toujours des contre-indications. Vous voyez, par exemple là on avait énormément de liquidations à aller chercher au-dessus, on avait les funding qui étaient en négatif, donc c'est à dire qu'on avait plus de shorts que de longs, donc le marché a tendance à monter pour aller punir les shorts. Mais par contre, à l'inverse, on avait quand même des gros murs de vente qui étaient positionnés et qui pouvaient nous freiner. Donc du coup, progressivement, au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, je commençais à voir que j'allais me faire stop loss, tout simplement. Alors j'étais encore loin de me faire stop loss, mais je sais pas, je le sentais venir là, avec les funding en fait en négatif. La plupart du temps, on vient short squeeze parce que tout le monde est en mode short. Et c'est vrai que l'épaule tête-épaule qu'on avait en daily quand même, elle était vraiment parfaite. Surtout avec la cassure qu'on a eu à la baisse, c'était vraiment la validation de l'épaule tête-épaule pour du coup valider cette structure et aller chercher les 94-95 000. Et en fait aussi, le deuxième point moi qui m'avait fait pencher sur le fait de prendre un short, c'était rappelez-vous l'embrouille entre Trump et Musk. En fait, ça mettait une sorte de climat un peu d'incertitude et de tension, et ça du coup forcément on pouvait pas trop le contrôler, et en fait du coup c'est totalement inversé où Trump et Musk ont commencé à se réconcilier, donc forcément les marchés ont aussi bien apprécié. Et ouais, du coup dans la journée on a commencé à aller gratter les liquidations au-dessus de nous, on les a passées tranquillement au fur et à mesure en allant chercher du coup tous les ordres de vente qu'on avait au-dessus de nous. Et là, vous voyez, on le voit clairement, regardez, short squeeze, c'est ça, vous voyez, c'est quand, alors malgré l'épaule tête-épaule, vous voyez, bam, grosse bougie. Ça, vous voyez, c'est vraiment une bougie typique, celle qu'on a eu ici, d'un short squeeze.
où c'est une grosse bougie daily qui tombe et en fait on vient chercher toutes les dédications et tant qu'il y a des dédications on continue à monter. Et du coup un short squeeze il peut s'étaler sur beaucoup de hausses, beaucoup de temps, beaucoup de pump suivant le nombre de shorts qu'il y a à liquider. Et comme on l'avait vu par exemple à l'époque avec c'était pas AMC, c'était GameStop. Je sais pas si on se souvient de 2021, on avait eu un short squeeze énorme en 2021 sur GameStop parce qu'en fait il y avait énormément de shorts qui étaient positionnés dessus et du coup le marché allait toujours liquider les shorts au-dessus. Et vu qu'il y en avait beaucoup, ça s'arrêtait jamais en fait. Et là du coup on a liquidé tout ce qu'on avait et une fois qu'on a sorti un peu tout plus gros, et on a commencé à calmer et tranquillement redescendre. Et du coup on le voit au niveau des ordres, les ordres qui moi me faisaient un peu peur parce qu'ils pouvaient nous bloquer, on les absorbait assez facilement et on a continué à monter derrière. Et du coup forcément vu que j'étais en short, je me suis fait short squeeze et ça m'était pas arrivé depuis longtemps et ça m'a donné une bonne petite piqûre de rappel pour pas short en bull run et juste suivre le momentum au final. Quand le momentum est haussier, suivre le momentum avec des longues, le momentum est baissier au niveau de la tendance plutôt en daily weekly, plutôt suivre cette tendance là aussi en faisant des shorts. Bon, mis à part ce short squeeze là qu'on a fait vraiment à court terme, parce que ça, ce short squeeze c'était plutôt à court terme là sur quelques jours, donc du daily. Si on regarde plus à moyen terme sur du weekly, on parlait aussi dans la dernière vidéo du fait que on n'est sûrement pas sur un top de marché à moyen terme. C'est-à-dire que là, le top qu'on avait fait à 32 000, il y en a pas mal qui parlaient de, voilà, on est sur le top du bull run, on fait comme en 2021, on fait une sorte de double top juste un petit peu au-dessus, comme on avait fait en 2021 pour ensuite partir en bear market. Mais moi, je le pensais pas, pour plusieurs raisons, parce que en fait, la première raison, c'est qu'on n'est pas pour l'instant en surchauffe du marché, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore d'euphorie sur le marché, on n'a pas cette surchauffe-là qu'on retrouve à chaque fois chez les particuliers et sur le marché quand on arrive en top de bull run. Et on le voit très bien avec cette combinaison d'indicateurs que je trouve très pertinent. Vous l'avez déjà montré, mais on va vous le remontrer aussi en futur. Parce que quand on combine plusieurs indicateurs, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour avoir un retour du marché plus global. Et on voit un peu les tops des prix qui coïncident plutôt bien avec la surchauffe de tous les indicateurs. Donc là, on a tous les indicateurs donc par rapport du coup à ATH, à Nupel, le SOPR, donc que ce soit en M7 ou en 90 jours, ensuite il y a Astropré, enfin bref, je vous laisserai tout regarder, mais on les a déjà tous vus un par un, ces indicateurs, c'est ces indicateurs qu'on utilise assez souvent en général. Et là, on retrouve le MVZ score et on retrouve aussi les long term et short term holder. Enfin bref, et du coup, quand on combine tout ça, donc ça vous donne les couleurs, les surchauffes de chaque indicateur. Et quand on combine tout, on voit que les tops de prix, on est souvent sur pas mal d'indicateurs qui sont dans le rouge, pas mal d'indicateurs qui sont en surchauffe. Vous voyez, jusqu'en bas. Pareil ici, vous voyez, là, ça chauffe bien. Et là, pareil, top price, 3 price ici, même si c'était pas autant que ce qu'on a vu par exemple en 2021 et 2017. Et on voit que les deux derniers tops de bull run, donc qui étaient ici en 2017 et ici en 2021, en fait, on avait vraiment du rouge tout le long jusqu'en bas, quoi. Pareil ici. Et là, pour l'instant, depuis le début du bull run, on n'a pas eu encore de top de bull run parce qu'on est toujours en ATH. Mais les petits tops temporaires qu'on a fait, ont été aussi pas mal dans le rouge ici. Et pour l'instant, on commence à avoir un peu de rouge. Or, en fait, souvent, les premiers indicateurs sont très souvent dans le rouge. Et en fait, ce qui va être important, c'est regarder ceux qui sont au milieu ici, quand ils deviennent dans le rouge, et surtout les derniers là, quand ils passent eux dans le rouge, là, c'est vraiment en surchauffe, qu'on a vu, au top en 2021 et 2017. Et pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors, on est quand même un petit peu en surchauffe, on a estimé qu'on était environ à 6-7 sur 10 en termes de chauffe ou en fait quand on est 10 sur 10 c'est souvent le top et du coup ça nous laisse encore de la marge pour monter. On peut alors encore gratter quelques dizaines de milliers de dollars sur BTC avant d'avoir ce top là de surchauffe au niveau des indicateurs. L'autre graphe que je trouvais très intéressant, c'est les prises de profit. Là aussi on le voit quand on a des prises de profit qui sont vraiment conséquentes, c'est que pareil on est souvent sur les zones de top, on est souvent sur les zones de surchauffe, on le voit très bien ici en 2021. De nouveau fin 2021 avec le petit pic qu'on a vu là. Inversement, quand on est sur des zones de vente massif, pareil, on est sur des pics de bottom. Et là ce qui est intéressant, c'est que de nouveau, donc pour ce cycle-là, on a eu un énorme pic ici, on était au top. Pareil, un énorme pic ici où là quasi on était au top aussi vers là c'était décembre, janvier 2025. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on a un pic qui est en train de se créer, mais qui est pour l'instant beaucoup moins important que ce qu'on a eu ici durant 2024. Donc on a encore de la marge là aussi avant d'avoir cette surchauffe au niveau des prises de profit. Donc en fait, ce qu'il faut se dire par rapport à ces deux indicateurs là que je vous ai montré à l'instant, c'est que on commence à surchauffer, on commence à avoir une euphorie, une surchauffe qui arrive sur le marché, enfin sur BTC en tout cas, mais c'est plutôt le début de la surchauffe. On n'est pas du tout encore dans les niveaux critiques qu'on peut connaître en fin de bull run. Donc c'est plutôt bon signe et ça veut tout simplement dire que le top en tout cas de bull run pour l'instant sur BTC, il y a encore un peu de marge avant de le trouver. Par contre pour les altcoins, c'est une toute autre histoire. C'est-à-dire que les altcoins, on n'est pas du tout là-dessus. Les altcoins, on est vraiment sur un niveau de surchauffe qui est quasi inexistant, quoi. On est encore très très faible. Et justement, en parlant des altcoins, regardez comme c'est intéressant, on a le total 3 des altcoins, donc ça comprend la capitalisation des altcoins en excluant Bitcoin et Ethereum, donc vraiment que les altcoins. On voit qu'on a bien rattrapé là, franchement, sur les derniers jours. Vous voyez, là, je suis en DI. Je suis pas en DI, je suis en H4, mais on voit que on a bien rattrapé là sur les derniers jours parce que, rappelez, on avait fait une test, 2 tests, 3 tests, 4 tests. À chaque fois, on s'est fait rejeter. Et là, on s'était fait rejeter plus violent que ce qu'on avait avant. Et du coup, on a rattrapé ce retard là durant les derniers jours. On commence à revenir vers le gros point pivot là des 940 milliards qu'on a sur les altcoins. Et on a aussi du coup une Bitcoin dominance qui est toujours, vous voyez,
sur ce niveau-là en plein milieu où elle sait pas si elle bascule du côté de la beacon season ou plutôt du côté des altcoins en faisant soit un plus bas de la beacon dominance qui du coup favorise une alt season ou inversement un plus haut qui favoriserait une BTC season. Et en fait, ce qui va nous donner vraiment le point de bascule par rapport à ça, c'est Ethereum. Parce qu'en fait, Ethereum, c'est lui qui va, comme d'habitude, c'est lui qui va mener la danse pour les altcoins. Et comme on l'a avec Bitcoin pour Ethereum, Ethereum, on a la même chose sur les altcoins. S'il commence à pump ou s'il commence à dump, ça va impacter très fortement les altcoins. Et on l'a très bien vu là, durant le début de ce bull run, où on avait un Ethereum qui était vraiment pas bon, quoi. Il faisait que chuter, les altcoins, ils ont aussi ramassé assez cher. Et depuis que Ethereum reprend un peu de couleur, les altcoins vont aussi un peu mieux. Et du coup, là, si on veut se pencher sur les altcoins, il faut se pencher vraiment sur Ethereum. Et sur Ethereum, du coup, j'ai fait un gros récap, je trouve plutôt intéressant, où, en gros, on est en train de break, les gars, un niveau qui est essentiel, là, pour la suite. Et c'était pas facile, c'était pas gagné, parce que, rappelez-vous, on avait une structure, donc je vais parler d'une sorte de triangle ascendant en daily, on avait un bande OTC et un bande basse qui remontait là, on avait cassé cette structure avec, la bougie daily qu'on avait ici, qui était assez catastrophique. Heureusement, en 4 heures, on avait toujours les plus bas qu'on avait ici, donc on n'avait pas fait de plus bas, donc même si on avait cassé, cette structure qui était pas trop mal, on gardait en fait ce niveau de range chez Ethereum qui était pas dégueu, quoi, et qui nous empêchait de faire un plus bas et du coup partir en tendance baissière. Et heureusement qu'on s'est maintenu ici, qu'on a pu se lancer et du coup au final ça forme juste un petit range sans faire de plus bas qui fait que on part pas dans une tendance baissière. Et incroyable, derrière on reprend donc le momentum. Et ce qui est encore plus beau, c'est que au lieu de revenir, qu'on l'avait fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois ici et à chaque fois se faire rejeter, cette fois-ci on a pu passer et on est même venu s'installer avec clôture daily, parce que là je suis en daily au-dessus du point pivot. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, on est au-dessus de ce point pivot là des 2700, 2800 $, qui est juste hyper important pour la suite. Et là, on est en train de s'installer au-dessus. On a même le ruban au passage, qui nous a bien aidé. Vous allez voir sur BTC, c'est la même chose aussi. Et là, du coup, c'est la première fois en un mois qu'on arrive enfin à passer au-dessus de ce niveau-là avec la clôture daily qui était juste trop galère. Et ce qui est le plus fou, je trouve, là-dedans sur Ethereum, c'est les ordres. Le nombre d'ordres qui sont positionnés. Je crois que j'ai jamais vu autant d'ordres positionnés sur Ethereum. Vous voyez, juste là, quand on a voulu commencer à gratter les 2100 $, regardez le nombre d'ordres qui ont été positionnés, quoi. Vraiment, il y a tout qui a été mis pour pas que Ethereum passe. Bon, après, il faut vous dire qu'une grosse partie de ces ordres-là, c'est sûrement du spoofing. C'est des ordres qui sont posés pour ensuite être enlevés juste avant qu'ils soient pris pour faire une sorte de manipulation, pour faire croire qu'en fait il y a des ordres alors qu'il n'y en a pas. Mais bon, même en enlevant par exemple tout ceux-là qui sont du spoofing, vous pouvez voir que tout le long, en fait, il y a des ordres qui sont posés pour freiner un peu cette ascension d'Ethereum, parce qu'en fait on arrive sur le point pivot là qui est juste essentiel, donc on est sur une grosse résistance. Par contre, ce qui est bien aussi, c'est que tout en dessous des 2700 $, c'est vraiment soutenu. Et là pareil, il y a beaucoup d'ordres d'achat, et donc le cours il est un peu comprimé entre ces deux bornes, et donc au bout d'un moment, il va devoir passer d'un côté ou d'un autre. Et ce qui est à privilégier par rapport aux données qu'on a, c'est plutôt au niveau de la hausse, et break au niveau de la hausse. Et du coup, en fait, la petite conclusion qu'on peut faire là pour ce mois de juin ou pour les prochaines semaines là sur le marché, c'est que si Ethereum, vous voyez, break ce niveau est juste trop important, en fait, il y aura un signal fort qui va être envoyé au marché et surtout aux altcoins d'une reprise haussière, vous voyez, d'Ethereum. Et que donc les altcoins vont sûrement suivre en fait derrière, vu qu'Ethereum nous envoie ce signal assez fort en fait de reprise haussière du marché. Et du coup, on pourrait avoir, vous voyez, Ethereum qui break ce niveau, la BTC dominance du coup qui suit et qui chute par rapport à Ethereum, donc qui prend plus de valeur que BTC. Et ensuite, du coup, le total 3, donc c'est-à-dire le market cap des altcoins que j'ai montré juste avant, qui lui break enfin son niveau, et aussi hyper important des 940 milliards. Et je pense que le total 3, il n'arrivera pas à break son niveau là pivot des 940 milliards sans que Ethereum lui pump et amène les altcoins avec lui. Et du coup, si on veut que les altcoins performent et qu'ils pètent ce niveau là qu'on n'arrive pas à passer depuis des mois, il faut qu'on ait un Ethereum qui pète en premier, quoi. Et pour l'instant, pour aujourd'hui en tout cas, ça se passe plutôt bien pour que ça arrive. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a eu pas mal de nouvelles news que je pense pas encore passées, mais je voulais faire rapidement. En gros, on a eu Musk et Trump qui sont réconciliés, doucement mais sûrement. En fait, on a eu, donc rappelez-vous, dans la dernière vidéo, là, il y a 3-4 jours, c'est pour ça aussi, j'étais un peu réticent, j'étais un peu bearish par rapport à ça. Et ça, malheureusement, c'est des news qu'on peut pas contrôler. C'est-à-dire que Trump ou Musk soient amis ou commencent à se détester, à s'insulter, et puis à revenir sur leurs propos, c'est impossible à prévoir, c'est dur à prévoir. Parce que ça dépend uniquement d'eux et de leur ego, et du coup, on peut pas forcément être à leur place. Mais du coup, ils ont commencé à se réconcilier. Alors, je pense parce qu'ils ont mis leur ego de côté, et puis ils ont vu que s'ils se tiraient dans les pattes, ça allait pas les arranger les deux. Et du coup, on a Musk qui a dit qu'il avait eu des propos un peu trop forts sur Twitter, et je crois il s'excusait. On a Trump qui a dit pareil, je sais plus ce qu'il a dit, mais il a dit que il était prêt à faire des concessions avec Musk et à faire en sorte que leur liaison entre eux se passe bien. Ensuite, l'excellente news, c'est que Trump et la Chine ont trouvé un accord. Enfin, les gars, alors j'ai pas tout compris. Je crois qu'ils vont quand même mettre des frais de douane, etc. Mais ils ont trouvé un accord. C'est-à-dire que là, c'est parfait. Même si l'accord, il est peut-être pas exactement comme ce que voulaient les marchés. Le fait que la Chine et Trump ont trouvé les accords, ça enlève de l'incertitude et donc ça enlève cette pression baissière qu'on peut avoir sur les marchés. Donc ça, c'est excellent. Le fait que Trump et la Chine aient trouvé un accord, c'est parfait. Ensuite, on a eu chiffres macro, donc on va y passer après, mais qui sont vraiment pas mauvais, que ce soit au niveau de tout ce qui est chômage, au niveau de l'économie US, etc., mais aussi au niveau du CPI. Et la dernière chose qui est plutôt bullish, c'est les marchés tradis, qui ont ouvert la baisse aujourd'hui, et enfin la hausse plutôt aujourd'hui,
et qui ont plutôt bien réagi là pour la situation US. Donc, du coup, j'ai dit, ça devrait bien se passer. Et c'est pour ça que par la suite, du coup, j'ai lancé un long sur ETH. Bon, on vous a fait le gros point macro que je vous invite à lire en entier parce que franchement, je trouve super intéressant. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que, ouais, dans ce contexte qu'on a actuellement, bah, la Fed devrait diminuer les taux parce que par rapport à l'inflation, bah, c'est ce qu'il y a à faire. Mais il recule constamment l'échéance. Et en fait, l'échéance de la baisse des taux, elle devrait être plutôt pour septembre, normalement. Et en fait, il pouvait encore la repousser pour plusieurs facteurs. Déjà, l'un des plus gros facteurs, c'était que par rapport à Trump, si en fait il trouve pas un accord, il n'y a pas quelque chose de stable par rapport aux taxes douanières au niveau de Trump, et ben ça fout le bordel pour tout le reste, quoi. Et en fait, ils ont du mal à évaluer l'impact qu'a Trump, notamment sur les taxes douanières. Et on se rend pas forcément compte, mais moi le premier, mais genre sur des décisions comme ça que Trump peut prendre, en fait, c'est un impact sur tout le reste derrière qui a du coup un impact sur les taux d'intérêt qui nous empêche d'avoir des cryptos qui montent. Et en fait, c'est toujours des impacts indirects qui sont des cascades de conséquences qui entraînent d'autres conséquences, quoi. Et du coup, voilà, les deux choses en fait qui pourraient faire bouger les taux d'intérêt et faire que on baisse les taux d'intérêt plus rapidement que prévu, c'est du coup une lecture des projections stables avec Trump qui arrête son show. Et ça, c'est exactement ce qui est en train de se passer, les gars, avec le deal qui est en train de faire Trump avec la Chine. Et en fait, ça calme tout ça. Et du coup, ça laisse à la Fed une situation beaucoup plus claire pour choisir une baisse des taux d'intérêt. Et la deuxième chose, c'est un stress plus important, notamment sur la croissance pour les forcer à la soutenir davantage. Alors, c'est un peu complexe, mais en gros, tout simplement, c'est juste, ils ajoutent, la liquidité dans certains mécanismes de marché, tout en faisant attention, à pas relancer un QE officiel pour aller vers ce qu'ils veulent et donc baisser leur taux d'intérêt. Et au niveau des chiffres, ça se passe très, très bien. C'est-à-dire que là, on a eu l'ISM, donc le Manufacturing PMI, qui est l'indice de l'activité du secteur industriel, qui est bon. On est pile dans ce qu'il fallait. Au niveau des offres d'emploi, pareil, on est dans ce qui était prévu. Ensuite, on a l'indice de l'activité du secteur des services, qui est pareil, là aussi, très bien. Et les deux derniers qui sont bons aussi, c'est l'emploi non agricole, et le dernier, c'est le taux de chômage, qui est aussi dans ce qui était prévu. Alors, on n'est pas sur des chiffres qui sont mieux que ce qui était prévu, mais on est sur on avait prévu ça, c'est tombé ça, donc c'est parfait. On est bon. On a eu aussi le PCI donc qui sont les chiffres de l'inflation US qui sont tombés. Et là pareil, c'est excellent. Vous voyez que ce soit en annuel ou mensuel, à chaque fois on est en dessous, à chaque fois on est pas mal. Alors ce qu'il faut regarder, alors il y a rappelez-vous le PCI donc normal et le PCI Core donc celui qui est privilégié par la Fed. Et donc nous ce qui nous intéresse vraiment c'est le PCI Core. Et on voit que précédent était à 2,8, on redescend à 2,8 donc parfait. Enfin on est au même stade et là PCI Core donc au niveau mensuel, c'est encore mieux. On avait 0,2, on avait prévu 0,3, finalement on a 0,1. Donc on a les chiffres macro qui sont bons, on a l'inflation qui est bonne. On a Trump et Musk qui se réconcilient. On a Trump et la Chine qui trouvent un accord. Ça, c'est incroyable. On a les marchés US qui sont plutôt bien. Et donc là, ce que j'ai dit, c'est la session ouverte est ouverte. Donc c'était à 15h30. Là où je tourne la vidéo, il est 17h30. Donc ça fait 2 heures qu'elle est ouverte. Et du coup, j'ai dit que si ça se passait bien, j'allais me positionner sur Ethereum parce que pour moi, franchement, quand on prend au global, donc tous les marchés, dans tous les cryptos, celui qui est le plus bullish actuellement et sur lequel je peux me positionner, c'est Ethereum. Et du coup, ça a pas loupé parce que on a eu donc l'ouverture AS, regardez ça. Vous voyez, on a eu donc le Nasdaq, l'S&P, le Bitcoin, l'Ethereum qui ont tous très bien réagi. Donc un peu comme d'hab, ce qu'on a souvent en fait dans une ouverture AS qui est plutôt haussière, on a souvent d'abord une petite baisse qui dure genre 30 minutes, 1 heure et ensuite bam, ça pète. C'est assez souvent ça, vous pouvez regarder, mais en gros, souvent la session AS se ouvre à 15h30 et de 15h30 à 16h, 16h30, ça baisse un peu et puis après boum, ça pète. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Le Nasdaq qui est venu corriger, qui se sont tous en plus ramenés, vous voyez, sur le ruban et bam, ça pétait. Bam, ça a pété. Alors là, je l'ai pas sur BTC, mais vous voyez, BTC et ETH qui ont bien mieux réagi que ce qu'on a sur le Nasdaq et l'S&P. Et l'ETH qui réagit encore mieux que BTC. Donc au final, long ETH qui était plutôt un bon choix. Et en plus de ça, sur Ethereum, vous voyez, on n'a pas énormément non plus d'ordres qui sont positionnés. C'est-à-dire qu'on a un ici à 2850 que du coup, on a déjà absorbé au moment où je fais cette vidéo. Et un deuxième qui est à 2895 qui était quand même plus conséquent, mais qui a été donc enlevé depuis. On va aller voir après comment c'est. Mais on a moins d'ordres qui ont été mis que ce qu'on avait la première fois. On a essayé de passer 2 millions de dollars. Donc, ce qui est une bonne chose pour nous. Du coup, voilà, j'ai pu poser un trade. Donc, je vais vous montrer directement sur ZoomX. Au moins, ce sera plus simple. Ouais, ça y est, là, c'est en train de décoller. En gros, j'étais rentré, donc je suis rentré en plusieurs fois. Je suis rentré vers 2800 dollars. Puis, progressivement, j'ai monté ma position jusqu'à 2826 dollars. Et là, de base, j'avais mis un stop loss, donc vraiment large vers les 2700 dollars. Vous voyez, juste là. Et là, du coup, j'ai changé un peu ma position parce qu'en fait, je rentre plusieurs fois, donc forcément, ma position, je la change constamment. Mais là, en gros, le but de ce long, donc c'était de rentrer sur ce niveau-là et derrière, de me repositionner donc à chaque correction comme on l'a eu ici. Donc là, je vais pas plus me repositionner, mais du coup là, j'ai commencé à regarder un TP. Le premier TP que je pense prendre, c'est en fonction, bien sûr, des ordres de vente qu'on va avoir. Donc, vous voyez, là, je suis sur le carnet d'ordres de vente sur Ethereum. Donc, on avait, rappelez-vous, donc le premier ordre de vente qu'on a ici, qu'on a absorbé direct. Et là, on a plus d'ordres de vente. Vous voyez, c'est vers les 2900 dollars. Là, on a 5000 Ethereum, mais c'est pas énorme, en vrai. C'est même pas énorme. Et par contre, vous voyez, ça change constamment. C'est-à-dire que toutes les minutes, vous pouvez les voir par vous-même, mais toutes les minutes, toutes les 10 minutes, on a plein de nouveaux ordres qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Mais pour l'instant, ce qui est positionné, c'est vers les 2009. Vous voyez, et ensuite, on a 2930, c'est assez tranquille. Et c'est surtout vers 3000 dollars.
où là, par contre, bah, forcément, ça va être beaucoup plus conséquent, beaucoup plus dur à passer. Et donc, par rapport à ce trade, ce que je vais faire, c'est donc monter mon stop loss au-dessus de mon entrée pour éviter de perdre un trade si jamais ça se retourne. Et les TP que je vais prendre, bah, le premier que je vais prendre, il va être assez haut. Mais bon, c'est ma strat, elle va être assez agressive. Ça va être vers les $2 900 que je vais mettre en dessous des premiers ordres. Donc, suivant comment ça bouge, je vais poser mon TP à un différent endroit. Mais le premier TP que je vais prendre, ça va être les $2 900 pour sortir environ 50% de mes positions et laisser le reste courir pour aller chercher les $3 200 et sortir progressivement sur ces niveaux-là. Donc voilà, en moins, ça pourra me rattraper. Alors, ça m'a déjà rattrapé mon trade sur BTC. Après, j'ai pas encore tapé. Mais du coup, sur le short que j'avais fait sur BTC, j'ai perdu $3 000, qui est à peu près le ratio que je perds par trade, que je peux perdre maximum. Je prends pour l'instant, ça dépend, mais en général, je suis soit entre, là, dernièrement, j'étais entre 1 ou 2% de perte par trade. C'est-à-dire, si je prends mon capital trading total, eh ben, je prends 1 ou 2% de trade de perte là-dessus. Et du coup, là, sur mon short squeeze que j'ai pris là sur BTC, j'ai perdu $3 000. Et là, sur Ethereum, pareil, par rapport au stop loss que je mettais, bah, j'estimais perdre 3 000 au maximum. Donc voilà. Et d'ailleurs, tiens, regardez, j'ai toujours mon petit trade sur Cookie, qui a plus 9 000, donc ça, c'est cool. Et ce trade-là, alors je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, ma strat, c'était donc de rentrer. Donc j'ai eu une entrée qui était incroyable parce qu'en fait, j'avais pu rentrer. Et juste après, on a eu un news par rapport à Snaps qui avait fait péter le cours. Et après, en fait, le but de ce trade-là, c'était pas de le couper et juste de laisser mon stop loss en dessous de l'entrée. Et en fait, de venir laisser le Cookie corriger à peu près dans ce niveau-là, qui est à peu près la zone des Fibo au final, et ensuite le laisser pump. Et vraiment surfer pas juste la première jambe haussière, mais vraiment la première jambe haussière, voilà, la correction, et bam, la deuxième jambe haussière, qui est en général beaucoup plus forte. Donc voilà, plutôt cool pour tout ça. Comme d'hab, si vous intéresse, vous avez tout en description, que ce soit du côté de ZoomX ou Bluefin, je vous mettrai tout avec les bonus, les frais les réductions de frais au niveau de l'inscription. Donc n'hésitez pas à passer en commentaire et en description si vous voulez vous aussi tester un peu le trading. Et vu qu'on est parti sur Ethereum, bah, je continue sur Ethereum, au moins c'est fait, avant de passer sur BTC. Vous voyez ça du coup en daily, vous voyez Ethereum hyper propre. Les gars, c'est tellement propre ce qu'on a fait, vraiment, c'est magnifique. Franchement, c'est trop beau. Regardez juste le ruban. Vous voyez, tout le long, on s'est rejeté. On arrive ici, bam, on break, on explose direct. Pile, vous voyez, sur la contraction du ruban qu'on a ici. Et là, regardez, ce qui est parfait, c'est qu'on prend notre temps, on fait notre petite range. Donc, ce qui aurait été encore mieux, c'est ce que je vous avais montré la dernière fois, c'est faire une structure comme ça et ouais, venir ranger là-dedans pour bam, casser. Mais au final, le fait de casser ici, bah, c'était un peu chaud à court terme. Mais vu qu'en 4 heures, ouais, on le voit ici en 4 heures, on a gardé le plus bas qu'on avait ici. Et ben en fait, ça a très bien tenu. On n'a pas fait de plus bas en 4 heures. Du coup, on a pu se relancer. On est revenu direct en haut du range. Et là, en fait, ce qui est magnifique, c'est que bah, on s'appuie sur le ruban. Et là, en fait, on vient attaquer le point pivot. Le point pivot, les gars, qui est ici depuis tellement longtemps. Ça fait depuis août 2024, les gars. Ça fait 1 an qu'on galère dessus. 1 an. 1 an que genre, on s'était fait rejeter 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois avant de réellement le passer. Et qu'ensuite, ouais, on est revenu tester en tant que support 2-3 fois avant de se faire rejeter violemment. Et là, pareil, ouais, ça fait 1, 2, 3, allez, 4 fois qu'on se fait rejeter. Et enfin, pareil, on le pète. Et en fait, si vous voulez, ce qu'on est en train de vivre ici, pour moi, c'est exactement la même chose qu'ici. Tout simplement. Vous voyez, on s'est rejeté plusieurs fois dans le range et là, bam, on pète. Là, c'est la même chose. On s'est rejeté plusieurs fois et là, bam, on pète. Et du coup, le break qu'on est en train de faire ici, en général, c'est pas pour juste arrêter là et puis oui, replonger comme ça. En général, bah, on peut faire un pullback, mais en général, c'est pour péter plus haut et aller chercher ouais, une nouvelle jambe haussière. Quoi. Exactement comme on avait fait tout simplement ici. Alors, je sais pas si ça a monté autant et qu'on a monté direct ouais, au 3004, 3005, mais un pump là, en tout cas à court terme, qui nous fait venir chercher les $3000, ça me paraît clairement faisable. Donc ça, sur Ether, c'est hyper bullish. Et le deuxième truc qui est vraiment pas mal, regardez, c'est ça. C'est ETH-BTC. ETH-BTC, incroyable. On avait déjà pas mal aussi parlé ensemble là, dans les dernières vidéos. Mais en gros, vous voyez, tout le long, on avait vraiment cette tendance où à chaque fois qu'on pumpait sur Ethereum, on se faisait direct, bam, éclater. On pumpait, bam, on se faisait éclater à chaque fois. Et là, pour la première fois, on inverse la tendance. C'est-à-dire qu'au lieu de pump et directement se faire éclater et de garder cette dynamique baissière qu'on avait depuis plusieurs années, bah, c'est la première fois que réellement, on arrive à pump, à garder notre niveau pour ensuite repump. Et ça, c'est fou parce que ça veut dire que Ethereum est en train de prendre la dominance face à BTC. Et ça change beaucoup de choses. Parce que ça veut dire qu'on est en train de passer, en fait, pour moi, dans la deuxième partie du bull run, il va être beaucoup plus orienté sur les altcoins. Et même si c'est encore, j'ai l'impression tabou de parler de ça, parce que j'en sais tellement fait éclater sur les altcoins que bah, plus personne ne va en parler. Moi, je reste encore convaincu qu'on va avoir une alco season et que c'est Ethereum qui va nous emmener vers cette alco season. Et là, pour l'instant, ouais, ça se passe plutôt bien pour Ethereum face à BTC, quoi. Et je pense que vraiment, là, ce pump qui est en train de se faire, c'est notre porte d'entrée pour l'alco season. Donc, voilà, faut pas trop se précipiter non plus. Faut regarder un peu les éléments qu'on a et les signaux que le marché nous donne. Mais le fait d'avoir eu, ouais, cette temps de pause qui est plus un range pour ensuite remonter et que là, ouais, on pète et là, le but, c'est vraiment de monter plus haut. Ça va être excellent. Et derrière, si vous voyez ETH continue à monter sur ETH-BTC et nous fait un plus haut ici, et ben, en fait, la BTC dominance, elle va continuer à chuter, ouais, comme elle est en train de se passer actuellement. Et rappelez-vous, si on fait un plus bas que ce niveau-là, et ben là, bam, c'est l'alco season. Et je pense que ça irait trop bien ensemble, le fait que bah, on ait Ethereum qui pète et qui superforme BTC, qu'on ait un Bitcoin season qui vient par ici. Et en fait, à ce moment-là, je pense qu'on aura le Total 3. Rappelez-vous, le Total 3 qui est dans ce point pivot ici, qui se fait rejeter 2-3 fois, Total 3 qui est ici. Et ben, le fait qu'on ait Ethereum qui monte, la BTC dominance qui redescend ici, le Total 3, il va sûrement passer aussi ce point pivot à ce moment-là. Et du coup, là, bam, ça peut déclencher
quelques saisons, vous voyez, à ce niveau-là. Et ça, à mon avis, ça pourra arriver avec la hausse, enfin la baisse des taux d'intérêt pour la fin d'été, voire pour septembre, quoi. Enfin bref, voilà pour tout ça. On n'a pas vu BTC, du coup, on va parler quand même un peu de BTC parce que lui aussi, il est intéressant. Alors BTC, regardez le méga short squeeze qu'on a fait. Alors, j'ai déjà montré sur Twitter, mais vous voyez, en weekly, on a vraiment tout lavé. Et si on passe en un mois, ce qui est intéressant aussi sur BTC, c'est qu'on a encore des liquidations à aller chercher au-dessus. Alors ça, c'est assez logique. C'est toujours la même chose avec les ATH. Vous voyez, dès qu'on a un ATH, on a beaucoup de liquidations qui se posent parce qu'en fait, les gens se mettent à short et à mettre leur liquidation au-dessus de l'ATH, donc vers ces niveaux-là. Et là, c'est encore plus flagrant, vous voyez, sur les petits, le premier top qu'on avait fait ici, vers les 110 000. Et du coup, là, juste au-dessus de nous, vers les 111 et un petit peu au-dessus, vers les 112, on a pas mal de liquidations à prendre. Et donc, ça pourrait être intéressant de continuer à pump, d'aller chercher ce petit short squeeze là à court terme et du coup, d'aller au passage faire un nouvel ATH et passer enfin ces ordres qui nous bloquent vers les 112 000. Donc voilà, ça c'est bien. L'autre chose qui est aussi très bien, c'est les funding. Alors les funding, ils étaient excellents il y a quelques jours et du coup, c'est pour ça que j'ai short malheureusement, j'aurais jamais dû faire ça. Mais bref, c'est pas grave. Les funding, les gars, étaient en négatif. C'est-à-dire qu'on avait plus de gens qui shortaient qui long. Et avoir les funding en négatif, ça veut dire qu'on a en réalité très peu de chances d'être sur un top. Parce que quand t'as tout le marché qui short, le marché il va pas aller corriger et faire un top alors que tout le monde est en short et du coup il va faire gagner tout le monde. Et là donc les fundings sont remontés mais c'est encore très bas, vous voyez, 0,0065, c'est très faible. On est encore très loin des fundings qu'on avait sur les tops de marché sur BTC. Donc ça veut dire qu'on a encore très peu d'euphorie sur les longues et que donc on a encore de la marge pour aller chercher un top plus haut, quoi. Donc ça c'est bien. Et sur les altcoins c'est la même histoire. Alors les altcoins, bon c'est pas étonnant parce qu'il y a rien qui monte pour l'instant, mais vous voyez quand on dézoome sur les altcoins au niveau des fundings, regardez quand on passe en 6 mois, même en 1 an, on voit bien que ce qu'on a pour l'instant, vous voyez, ça reste très mitigé. C'est-à-dire que on est plus sur du vert que du orange. Donc ça veut dire que les fundings sur les altcoins sont encore très bas. Donc on n'a pas d'euphorie, pas de FOMO encore sur les altcoins, comme ce qu'on avait pu avoir par exemple pour novembre, décembre, vous voyez, où ça commençait beaucoup plus à chauffer. Donc voilà, ça aussi c'est plutôt bien pour nous. L'autre sujet à prendre en compte, c'est du coup forcément les ordres sur BTC, les ordres de vente, les ordres d'achat. Et regardez, ce qui est assez fou, c'est que à l'époque, vous voyez, ce qui nous gênait beaucoup, c'était 112 000. Vous voyez, on avait ce niveau-là, on avait pas mal de BTC vers la TH, vous voyez ici, vers les 112 000 qui nous bloquaient. Et là, pour l'instant, on n'a rien. C'est-à-dire que les seuls ordres de vente qu'on a, c'est ceux qui sont juste collés à nous et qui sont pas non plus des énormes ordres. Alors c'est quand même 400 BTC, mais c'est pas non plus des milliers de BTC et qui sont juste là vers les 110 000. Et en fait, si on passe au-dessus, en fait, l'ATH, je pense qu'on pourrait aller chercher beaucoup plus facilement parce qu'on n'a pas beaucoup d'ordres et on a des liquidations à aller chercher en short squeeze. Donc voilà, plutôt bullish dans l'ensemble. Si on passe sur BTC en plus, regardez ça, on a eu le H-Ribbon. Alors lui, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu ensemble, mais ça a fait rire parce que c'est un commentaire sur la dernière vidéo qui m'a dit pourquoi tu short alors qu'il y a le H-Ribbon en plus qui arrivait et qu'on est en bull run. Et c'est vrai qu'il avait raison, il faut pas short en bull run. Et j'ai toujours dit ça. Et en plus, quand on a le H-Ribbon, en général, c'est plutôt haussier. Et moi, je me suis mis à short. Bon, bref, c'est pas grave. Mais du coup, sur le H-Ribbon, vous voyez, quand on passe en daily, encore une fois, alors cet indicateur, je crois, c'est l'indicateur le plus, qui fait réveiller le plus de monde. C'est-à-dire, à chaque fois que je parle de cet indicateur sur Twitter, je me fais déchirer. Mais à chaque fois, les gars, c'est un bon point. C'est-à-dire que si tu regardes le H-Ribbon, vous voyez, tu t'achètes ici, t'es pas trop mal. T'achètes là, c'est juste avant le pump, t'es bien. Par ici, vous voyez, là, tout le long, on a eu un faux signal ici qui a pas été donné. Donc ça, c'était parfait. Et l'avant-dernière fois, on a eu le H-Ribbon, c'était là. Et pareil, quand j'en ai parlé, je me suis fait défoncer. Alors que, au final, même si on a eu corrigé un peu après, on était plutôt sur un bon point pour acheter ici. Même chose ici, c'est-à-dire que là, vous voyez, il nous a donné le signal ici. Donc là, à court terme, c'était pas forcément un bon point pour acheter, qu'on a corrigé un peu. Mais je suis persuadé que, vous voyez, on va faire un truc comme ça, là, sur BTC durant l'été. Et du coup, le fait d'avoir acheté ici, en fait, c'était plutôt un bon point, vous voyez, pour la suite. Donc, pour notre H-Ribbon, au final, regardez ça, le ruban, on a remonté dessus, c'était parfait. Pareil, là aussi un peu le seum, parce que, vous voyez, on avait vraiment cette épaule, mais qui était parfaite. Et là, on avait la cassure, on avait la validation ici pour aller chercher beaucoup plus bas. J'avais même expliqué que c'était pas grave si on cassait le ruban, parce qu'en fait, on le tenait depuis le début et c'était pas gênant qu'on repasse en dessous, parce que forcément, on n'est pas tout le temps dessus. Mais c'est vrai que, encore une fois, oui, au final, on l'a bien respecté, on est venu s'appuyer dedans et on est remonté. L'autre chose qui, je trouve, est très propre par rapport à ça, rappelez-vous, c'est ce modèle-là en weekly qui est juste parfait. Quand vous mettez le ruban en weekly, plus le RSI, plus le MACD, on voit que là, on a eu le rebond sur le ruban qui est juste parfait en weekly. Le RSI, ouais, qui avait bien rebondi et c'était même assez haut. J'avais pas d'une petite correction qui pouvait se faire pour tranquillement poser le RSI. Ouais, on l'a eu du coup sur la dernière semaine, donc ça c'est bien. Et le MACD parfait qui rebondit aussi. Il a pas encore complètement accéléré, donc on a encore l'espace devant nous pour monter. Donc voilà, tout va bien. Juste faites attention parce que forcément, comme à chaque fois, quand on se rapproche de la TH, on a toujours pas mal de volatilité parce qu'on arrive en price discovery. On est sur des niveaux qui sont très sensibles et qui sont pas mal positionnés sur les futurs, sur les dérivés. Et donc, ça bouge pas mal. Donc, faites gaffe. Mais c'est vrai que quand on prend, en fait, l'ensemble du marché, je trouve que, on s'est bien rattrapé par rapport à ce qu'on avait ici. Et pour l'instant, ça m'a l'air plutôt bullish, surtout sur la Terre. Donc voilà. Et pour finir rapidement, les marchés traditionnels qui sont pas mal du tout aussi. Alors, c'est pas comme BTC ou ETH, des gros pumps, mais ils montent progressivement, tranquillement. Vous voyez, on peut avoir un retour éventuellement sur le ruban si on vient corriger, qui pourrait être intéressant à jouer et à regarder. Mais pour l'instant, ouais, ça monte tranquillement, ça suit son cours. Le dollar qui est aussi très très bon parce que vous voyez, le but du dollar pour nous, c'est qu'il descende. Plus le dollar descend, plus on a une corrélation qui est positive face à BTC.
Et en général, on remarque que toutes les phases de bull run, on est toujours sur $1 qui descend. Hein. Vous voyez que ce soit par exemple en 2017 ou même en 2021 ici, à chaque fois qu'on a eu des pommes sur BTC, c'était $1 qui était baissier. Et ce qui est hyper intéressant là sur le dollar, c'est qu'on a eu ce gros range qui dure depuis 2023, depuis plusieurs années, où à chaque fois on venait en dessous et on remontait assez fort. Et là, pour la première fois, vous voyez, on est en train de passer en dessous et de revenir tester ça en tant que résistance pour se faire rejeter. Et là, vous voyez, si on zoome un peu plus, donc pas sur le weekly, mais sur du daily juste là, vous voyez, là pareil, on commence à rattaquer des plus bas par rapport à ce qu'on avait fait ici. Donc c'est parfait. Et là, pour l'instant, tant qu'on a un dollar qui baisse, qu'on a donc le Trump et tout qui nous fait pas de dinguerie, qu'on a les marchés tradis qui suivent la tendance haussière et qu'on a surtout cette baisse des taux d'intérêt qui arrive pour septembre, normalement, ça devrait très bien se passer sur les cryptos et sur les altcoins aussi. Donc pour tout ça, on finit sur le commentaire du jour de Gesson Chabot qui me dit articule avec un smiley qui rigole. Bon, t'as raison. Parfois, je suis un peu fatigué ou parfois, je sais pas, je suis pas dans le bon jour. Du coup, j'articule un peu moins que d'habitude. J'essaye de faire l'effort, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile. Surtout, vu que je parle vite, j'articule moins. Du coup, il faut que je parle moins vite. Mais quand je parle moins vite, je vais pas au même rythme que ce que je pense dans ma tête. Du coup, au final, ça me décale et je galère. Mais bon, n'hésitez pas à me dire quand vous voyez que j'articule pas trop, à me le redire. Au moins, moi, j'y pense et pour la prochaine vidéo, c'est mieux. Ou alors à me dire qu'est-ce que je peux améliorer, soit au niveau du montage, que soit au niveau du contenu, etc. Comment j'apporte la vidéo, sur quoi vous voulez plus que je m'oriente. Même si je trouve que ce format-là que je vous fais pour l'instant, je trouve plutôt bien par rapport au marché, que je vous montre en transparence là ce que je fais au niveau de mes trades, au niveau de mes plans. Sur l'analyse, forcément c'est pas tout le temps parfait. Il y a des moments où je me plante comme le short squeeze là. Mais ouais, après le but c'est qu'on avance ensemble, qu'on apprenne des connaissances et que surtout on arrive à retirer de l'argent de ce marché. Bon voilà, grosse vidéo pour aujourd'hui. Je vais ça dessus. Je vous tiens au courant sur mon trade sur Ethereum au niveau du suivi. Qu'est-ce que je vais faire, comment je vais manager mon trade parce que je pense que ça a pas mal bougé et je vous ai parlé de mes TP, mais ça peut bouger suivant les ordres qui vont être positionnés et qui vont être enlevés à court terme. Et aussi je vous tiendrai au courant si jamais je me repositionne sur d'autres trades, peut-être sur quelques altcoins parce que ça m'était plutôt bien marché là sur Cookie et Mood. Donc à voir si j'ai d'autres positions à prendre, d'autres entrées. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà, je vous laisse dessus pour aujourd'hui. N'hésitez pas à passer en inscription et moi je vous dis à plus. Ciao!